Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce Bonjour nouveau Céline. partage avec Marie-Julia. Bonjour, bienvenue. Bonjour Céline, merci pour ton invitation. Avec joie vraiment. Je me réjouis de vous présenter Marie-Julia parce que, elle explore des choses similaires à ce que j'ai pu explorer et à la fois, elle a consacré une recherche en fait sur la communication prénatale avec les bébés. Et donc, elle a vraiment amené cette communication subtile, et vous savez ce qui est cher à mon cœur depuis déjà un bon bout de temps, et elle l'a amené dans le domaine de la recherche, et je trouve ça magnifique. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Et bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis thérapeute, alors psychologue à la base, thérapeute de famille et autonome. Et c'est quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il y a déjà un paquet d'années, que j'ai commencé à l'entendre et que je me suis rendu compte en fait que j'entendais les présences autour de moi déjà depuis toute petite. Et c'est vraiment la grossesse qui a réveillé ça. Et puis j'ai accompagné pas mal de gens à ouvrir ça en eux depuis toutes ces années où je transmets. Et donc je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir toi en tant que sage-femme. Hein, tu vas peut-être pouvoir te présenter un peu ce qui t'a amené vers ces voies-là. Ce qui m'a amené vers cette voie de sage-femme, tu veux dire? Ou de De rechercheuse? conscience en tant que sage-femme, à un moment, qu'est-ce qui t'a amené vers tiens, la conscience des bébés et cette D'accord, communication subtile, comment c'est venu pour toi? d'accord. Alors oui, effectivement, je suis sage-femme, comme tu l'as dit, depuis fort longtemps, puisque je suis rentrée à l'école de sage-femme, j'avais juste 18 ans, j'étais la plus jeune de ma promo, donc il y avait quelque chose d'une attraction particulièrement intense. Et j'ai travaillé sur le terrain pendant quasiment 20 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des centaines de couples et de bébés à naître. Et j'étais toujours frappée, enfin frappée c'est pas le mot, mais touchée, émue par, par le regard des nouveau-nés, par ce qui émanait en fait de cette petite personne nouvellement arrivée qui pour moi c'était une évidence, était déjà remplie de plein de choses, y compris une personnalité que j'observais dans les façons de réagir pour l'allaitement, pour le sommeil, pour l'éveil, pour plein de choses. Euh, Ce qui m'a amené à la conscience, je dirais que enfin, ce travail, ces recherches sur la conscience, c'est à la fois ça, puis c'est à la fois un processus personnel, parce que je suis curieuse de, de, de ces phénomènes, de la compréhension de l'être humain, de qui nous sommes, de notre potentiel, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là, quel est le sens de tout ça, depuis tout le temps. Et depuis vraiment aussi petite que je me souvienne, j'avais ces questionnements-là en fait. Donc, ma profession de sage-femme et puis cette curiosité personnelle sur le phénomène de la conscience, c'est réuni avec cette formation sur le tard que j'ai fait en recherche, puisque j'ai eu mon doctorat, j'ai passé mon doctorat à 40 ans, moi, hein, avec mes trois enfants ados assis au premier rang pour soutenir leur maman. Donc, la recherche scientifique, elle s'est vraiment invitée après. Et pendant pas mal de temps, je me demandais pourquoi, en fait, pourquoi. Qu'est-ce que venait faire la recherche? Et maintenant, je sais avec le recul qu'il fallait qu'il y ait tout ça, qu'il y ait ce parcours personnel, qu'il y ait cette expérience d'accompagner des naissances, et puis qu'il y ait une expertise, une reconnaissance, une légitimité scientifique avec le fait d'avoir un doctorat pour permettre une recherche comme celle-ci, qui n'a jamais été faite de par le monde. Bien sûr, il y a beaucoup de livres d'auteurs, de témoignages, de personnes complètement inspirées et inspirantes qui m'ont beaucoup inspirée, moi aussi, pour avoir l'initiative de cette recherche, euh, qui existent et qui disent exactement les mêmes choses que moi. Hein. Je n'apprends rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce soit la science qui a exploré ce sujet.
Est-ce que je réponds à ta question? Oui, carrément, carrément. Donc, cette recherche, eh ben, elle a abouti sur un livre qui s'appelle Mhm. Expérience de naissance imminente, parce qu'on ne l'a pas encore dit, donc c'est quand même important, hein. C'est vrai. Marie-Julia Gutier et ses expériences de naissance imminente. Et j'aurais envie que tu nous partages, si tu es d'accord, les pépites pour toi dans cette recherche. J'imagine que c'est des mois de recherche, peut-être même des années. Oui, oui, oui. Et vraiment les pépites de ce qui s'est révélé à toi comme ah ouais, waouh! Ah là là, ça c'est une question difficile parce qu'il y en a eu tellement des pépites, il y a eu tellement de surprises. Ce qui me vient là comme ça, bon, la première pépite, c'était d'obtenir des réponses, tout simplement. Parce que, bon, peut-être pour les auditeurs quand même, je résume, hyper résumé, la méthodologie de la recherche pour que les gens comprennent Ouais, d'où tout ça sort, quoi, en fait. Donc, j'ai réuni une équipe de médiums. Ils étaient nombreux, plus que ce que j'avais imaginé, mais ça s'est imposé. Alors, il y a quelques endroits où j'ai perdu complètement, enfin, pas complètement, mais notablement le contrôle, ce qui est rare en recherche scientifique. Et la constitution de l'équipe de médiums a fait partie de ce sur quoi le contrôle n'a pas été que de mon fait, je dirais. Donc, ils étaient nombreux, ils étaient presque une dizaine. Et moi, je proposais à des parents qui attendaient un enfant au deuxième ou troisième trimestre de la grossesse de participer à cette expérience. Et ce que je faisais, c'est que je les interviewais, les parents, eux et moi, et ils ne voyaient personne d'autre que moi. C'est-à-dire que les parents n'ont jamais rencontré les médiums. C'était très important pour la méthodologie de la recherche et pour protéger les participants et les bébés à venir et la construction de cette famille. Je ne voulais pas intervenir. Donc c'était très important pour moi que les parents ne rencontrent pas les médiums. Donc, je parlais avec les parents, je leur faisais parler de leur vie, je leur demandais de remplir un petit questionnaire pour décrire leur physique, leur caractère. Je demandais s'il y avait des frères et sœurs, des animaux, où est-ce qu'ils habitaient, comment ils avaient choisi le prénom, comment la grossesse était arrivée. Enfin, plein de choses tout azimut, comment s'était passée la grossesse. Et dans un second temps, je prévenais l'équipe de médiums, tous ensemble, hein, ils étaient tous invités à faire chacune des tentatives de communication avec l'âme du bébé qui arrivait. Et je leur disais simplement, voilà, il y a une âme qui se présente, un bébé, on les appelait bébés au début, et puis rapidement on n'arrivait plus à les appeler bébés parce que la teneur de ce qu'ils nous disaient, il y avait comme quelque chose qui ne matchait pas avec le fait de les appeler bébés. C'était beaucoup trop sage, beaucoup trop grand pour nos représentations de ce que sont les bébés. Donc au début, on les appelait bébés test, 1, 2, 3, 4, mais rapidement, c'est devenu CPI 2, 3, 4, 5, et les CPI, c'était conscience en processus d'incarnation. C'était c'est la beau, seule... CPI. Écoute, je le note, CPI. J'aime beaucoup. C'était ce qui était le plus ajusté à notre ressenti Ouais, des consciences dans un processus d'incarnation. ouais, Ça, c'était eux. Et donc, ces médiums, je leur donnais aucune indication. Par contre, ils avaient une grille d'entretien qui avait été élaborée avec l'aide des autres chercheurs avec qui j'ai fait cette recherche, parce que je n'étais pas toute seule, c'est important, hein. J'ai travaillé avec un psychologue-chercheur français qui s'appelle Renaud Évrard, qui a beaucoup écrit sur la conscience, sur les expériences extraordinaires, avec aussi Magali Eckermann, qui est une gynécologue obstétricienne de ton pays, de Belgique, qui a un diplôme universitaire en état modifié de conscience en plus. Et puis Elane Vabé, qui est une américaine, qui est la responsable de l'équipe de recherche de cette équipe IONS. C'est un centre de recherche international sur la conscience qui a toute une histoire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans peut-être. Je reste sur la méthodologie parce que tu sais, je peux partir, j'ai plein d'histoires à raconter. C'est en feu d'artifice cette recherche, tellement à chaque fil, je peux te raconter des histoires amusantes. Donc, je reviens à la méthodologie. Une grille d'entretien avait été faite où on demandait aux médiums de poser des questions dont on pouvait vérifier l'exactitude des réponses. Il fallait quand même que ce soit de la science, hein. Donc, pour ça, il y avait des questions très précises. Est-ce que tu peux nous parler de tes parents, nous les décrire physiquement, leur caractère? Sais-tu si tu es le premier enfant à arriver à t'incarner
chez eux. Peux-tu nous décrire l'environnement? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce que ton prénom est choisi? Enfin, voilà, il y avait toutes des questions comme ça qui étaient destinées à ce qu'après, nous, les chercheurs, ensemble, on regarde les réponses qui avaient été données par les CPI, les consciences en processus d'incarnation, je veux dire les hommes fétales, peut-être c'est plus courant, et puis ce que les parents m'avaient dit. Et on avait ajouté, ça c'était sur impulsion d'Hélène Evabé, et je l'en remercie tellement parce que ça a donné la texture de richesse euh, très importante à cette investigation, c'est-à-dire que moi je partais trop carré comme ça, je savais que cette recherche serait regardée à la loupe, critiquée, que c'est très compliqué de faire une recherche sur quelque chose aussi impalpable, donc j'étais restée très vérification de données, pourcentage et tout ça. Et puis, Hélène Evabé du Centre Alliance m'a dit oui, parfait, votre protocole, le questionnaire, parfait. Mais je trouve dommage de faire une première expérience mondiale comme ça et pas profiter de poser des questions dont on ne pourra pas vérifier l'exactitude des réponses, mais qui nous apporteraient des enseignements, possiblement alors, les questions qu'elle a suggérées, c'est as-tu choisi tes parents? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens sur Terre? Qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux? Décris-nous tout ce que tu veux nous décrire. Donc, ces questions-là ont aussi été ajoutées. Alors, nous avons réussi, le grand exploit, j'ai envie de dire, de publier les résultats de cette recherche dans un journal scientifique international reconnu qui s'appelle Explore. Dans ce journal scientifique, on n'a publié que la partie des résultats vérifiables et vérifiés. Par contre, l'intérêt du livre, en plus de vulgariser l'approche et les résultats de la première partie pour le grand public, parce qu'il n'y a que les chercheurs qui lisent les articles scientifiques, et c'était quand même... Si, c'était un peu le but d'ouvrir la conscience à mes collègues chercheurs, parce qu'il y a de la marge, mais pas que. Donc, le livre, en plus de vulgariser tout ça pour le grand public, il apporte toutes les réponses qui nous ont été données pour ces questions non vérifiables, qui ne sont pas si éloignées de la recherche scientifique, parce qu'en recherche scientifique, il y a du quantitatif, c'est ce que j'ai expliqué, de contrôle de données, vérification, pourcentage de ci, de ça. Mais il y a aussi des approches analytiques basées sur l'expérience, où on fait des entretiens sur une expérience commune, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le vécu de l'accouchement, ça je l'ai fait plusieurs fois, en recherche, ça peut être le vécu d'un accident de voiture, ça peut être le vécu d'une maladie, ça peut être n'importe quel sujet. Et là, l'objectif, ce n'est pas de contrôler la véracité de ce que les gens ont vécu, au nom de quoi on dirait c'est pas possible qu'il ou elle ait vécu ça, non, 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 non. On prend ce qui a été vécu comme une vérité de la personne qui l'a vécu, et on essaye d'en trouver un sens qui soit plus généralisable pour d'autres personnes, trouver un sens qui pourrait être plus commun. Donc voilà comment on a procédé. Alors voilà, c'était pour que tes auditrices, tes auditeurs comprennent comment sont arrivées ces données, ces citations, tout ça. Après, pour revenir à ta question des pépites, alors la première, je te disais, c'est d'avoir obtenu des réponses, parce que je n'en savais pas, en fait, si on obtiendrait des réponses à toutes ces questions-là. Il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, puisqu'on a eu 1500, à peu près 1500 phrases, enfin unités de codage, on appelle ça, à coder, à classer, à analyser. C'était absolument énorme. Il y a eu beaucoup de matière, à la fois sur les éléments vérifiables et puis à la fois sur les éléments non vérifiables. Si je reste juste avec les grands chapitres des pépites, après tu prendras une si tu veux que je développe plus. C'était des sources de questionnement que je n'avais pas imaginées sur la réincarnation, puisque dans notre panel des 11 familles, il y a 2 familles qui avaient perdu un enfant et qui ont senti que c'était l'âme de cet enfant qui revenait pour cette grossesse-là. Alors, bien sûr, on peut se dire assez vite, bon, c'est peut-être une stratégie de coping, comme on dit en science, c'est-à-dire de protection, de se dire, bon, l'enfant que j'ai perdu, il revient pour moins souffrir.
Effectivement, c'est une possibilité. Mais là, dans notre recherche, il y a eu quand même deux situations où une des mamans, on pourrait peut-être se dire ça, parce qu'effectivement, c'était la grossesse qui est arrivée en deuxième après la perte de son premier enfant qui est décédé quelques heures après l'accouchement. Mais pour la deuxième situation, cette femme avait eu un deuxième enfant vivant en bonne santé, un troisième enfant vivant en bonne santé. Elle n'avait jamais eu cette idée, cette perception. Et pour le quatrième, grossesse surprise, inattendue, elle a tout de suite senti que c'était l'âme de cette petite fille qu'elle avait perdue suite à une interruption médicale de grossesse pour une malformation incurable, qui revenait. Bon, ça, ce sont les discours des mamans, des parents. Mais ce qui était troublant, c'est que justement pour ces deux situations-là, dans les rapports des médiums, il y avait des indications, des messages qui confirmaient cela, qui nous disaient, par exemple, pour cette situation où la petite fille avait une malformation, elle a dit je connais déjà mes parents, je reviens dans cette famille, mais la première fois, j'étais un accident de parcours. C'est troublant quand même quand on connaît l'histoire de la famille. Hein. Et pour ce petit garçon qui était décédé après sa naissance, il a expliqué que cette fois-ci c'était les bons parents et qu'il venait pour réparer la perte d'enfant vécue par sa mère. Et ça concordait aussi beaucoup avec le vécu de cette femme-là, par ses peurs légitimes de perdre un enfant que le traumatisme qui a suivi. Ça, c'était surprenant. Ce qui a été aussi surprenant, ça a été la possibilité, l'hypothèse de jumeaux qui disparaîtraient, qui viendraient juste le premier trimestre, les premières semaines, et puis qui s'effaceraient. Les fameux jumeaux perdus, Le fameux jumeau perdu, je crois que c'est dont le on parle livre de... beaucoup en périnatal. Voilà, c'est le couple Osterman qui a écrit Le syndrome du jumeau perdu, et puis aussi Claude Imbert en France, un Oui, seul Brigitte être. Denis, qui a pas mal travaillé dessus aussi. Ouais, il y a beaucoup, enfin, il y a quand même pas mal de matière là-dessus. Alors, j'ai lu ces livres plutôt après qu'avant, je dirais, pour comprendre les résultats de notre recherche, et c'est troublant. Et puis nous, ben, là encore, quand les femmes m'ont raconté cliniquement cette peur d'avoir perdu le bébé en début de grossesse parce qu'elles ont perdu beaucoup de sang, parce qu'à l'échographie, le médecin leur a dit qu'il y avait quelque chose, elles-mêmes ne m'ont pas du tout parlé d'une pensée d'un jumeau qui aurait été là. C'est ça qui est marrant parce qu'elles m'ont juste raconté qu'elles ont eu peur de perdre le bébé au début et ouf, heureusement, ça a tenu. Mais moi, quand j'ai reçu les rapports des médiums, eh ben c'est conscience fétale. Expliquer au début, je n'étais pas seule, mais je suis le seul à grandir. Des choses comme ça, en fait, qui étaient très troublantes. Ou une petite âme m'a accompagnée au début, c'était très réconfortant. Maintenant, elle est partie, mais elle me manque, enfin, des choses comme ça, quoi. Sinon, dans les pépites, moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est la précision des détails pour les choses vérifiables. Alors, je te donne un exemple. Ma mère a quelque chose à son oreille droite qui brille et qu'elle aime beaucoup. Bon, moi, je n'avais pas fait attention. Je fais un entretien avec la maman parce que je le faisais 2 entretiens durant la recherche, même un troisième après l'accouchement. Et puis, je cherche à vérifier parce que très souvent, on avait des informations qu'on n'avait pas recherchées du tout par le questionnaire qui arrivait comme ça et qui pouvaient être vérifiées. Donc, le deuxième entretien avec les parents me servait aussi à vérifier ce qui pouvait être vérifiable. Donc là, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu as quelque chose qui brille à ton oreille que tu aimes beaucoup? Puis elle soulève ses cheveux, elle dit, ah oui, regarde, j'ai un diamant là, de ce côté-là, je l'aime beaucoup et tout ça. Ok, donc voilà, ça c'était validé. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Ma maman, elle a les cheveux noirs, lisses, des yeux noirs profonds. Alors, profonds, je ne sais pas ce que ça veut dire profond, mais en tous les cas, les cheveux étaient noirs et lisses et les yeux profonds, les yeux noirs. Après, il y avait aussi des fois des choses sur le caractère. Ma maman, elle a peur de mal faire, elle a beaucoup d'angoisse.
Et le hasard, enfin pas le hasard, mais disons que dans la fiche descriptive, cette maman avait entouré exactement ça. J'ai peur de mal faire, hein, je suis une personnalité anxieuse. C'est ça, c'est vraiment de voir en fait comme, je le précise un peu pour les auditeurs parce que en fait ce qu'on va capter de ce qui vient de l'âme de l'enfant, c'est ce qui se passe vibratoirement dans la famille en fait. Donc si, je sais pas moi, il y a un problème de travail à ce moment-là et une question de comment on va faire financièrement, eh ben en fait la conscience bébé, bon, je sais pas comment on va l'appeler, CPI, t'as dit, ce fameux CPI et va pointer là-dessus. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est aussi important pour les parents d'avoir conscience de ça. OK, ce que nous vibrons, en fait, là où nos préoccupations vont, et ben, c'est ça que le bébé va ressortir, le bébé entre guillemets, la conscience. Alors, il y a une chose, pour illustrer ce que tu dis, il y a un exemple qui a été très rigolo et frappant de ça, parce que dans un des rapports pour une mère fétale, il y avait un conseil pour les parents. Dites à mes parents qu'ils arrêtent de se faire du souci pour la poussette. La poussette de leur rêve va arriver, tout sera parfait. C'était tellement étrange. On s'est dit, pourquoi ils nous parlent de poussette? Ça n'a pas d'intérêt. Tous les couples qui attendent un premier enfant, parce que là c'était le premier enfant, vont acheter une poussette. Donc, que faire de ça? Mais c'est le seul de nos 11 bébés qui nous a parlé d'une histoire de poussette. Ça semblait tellement matériel, terre à terre, c'était presque étrange. Et quand j'ai eu les parents, j'avais que la maman la fois d'après. Et je lui ai demandé, comme ça, prudemment, si je te dis poussette, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Je m'attendais à ce qu'elle me dise, bah oui, on a acheté une poussette, puis ça aurait été juste une confirmation que c'était une information banale, bateau, et sans grand intérêt. Mais non, pas du tout. Elle me dit, ah, la poussette. Et puis là, elle part dans toute une histoire pour m'expliquer que le papa, c'est un grand sportif et qu'il veut continuer de faire ses jogging quand bébé sera né avec la poussette qui pourrait aller sur tous les terrains parce qu'ils habitent au Québec, il y a de la neige beaucoup, il y a de machin. Donc en québécois, elle me dit on magazine, on n'arrête pas de magasiner et il trouve jamais la poussette de ses rêves. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a vraiment une histoire autour de ça, en fait. C'est ça, Là, c'est ça. ok, je valide que ça match parce que c'est pas anodin. Et donc, pour Ouais, rebondir sur ce que tu dis, ça vibrait, il y avait une anxiété sans doute ouais. dans cette famille sur la poussette toujours pas achetée, et puis c'est ressorti. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment de voir, parce que c'est en fait, c'est quel bain vibratoire on offre à nos enfants qui vont arriver d'un point de vue un peu plus large. C'est, OK, est-ce qu'on est dans ce genre de préoccupation ou qu'est-ce qui vient? Et je me souviens un bébé qui demandait, peut-être à 4 mois de grossesse, quelque chose comme ça, et qui disait à ses parents dans quelle école vous allez m'inscrire. Et franchement, pour moi, tu sais, ça faisait, mais C'est un c'est peu quoi ce prématuré. truc? Et puis alors, les parents ont commencé à m'expliquer, mais oui, c'est une réflexion qu'on a. On a déjà des enfants plus grands, on n'est pas satisfait du système scolaire, blablabla, blablabla. Et en fait, c'est des parents qui ont créé une nouvelle école. Ah oui, Et donc, ah, cet enfant, il est dans une nouvelle école, dans la nature, tu oui, vois. oui, Et oui. donc, comme quoi, en fait, tout est là dans le champ vibratoire. Hein. Mm, Quand mm, on reçoit les infos, ben, juste on les reçoit et puis on les restitue. Et il y a des choses qui vont, enfin, généralement, ça parle aux parents. mm, mm, Et puis, eux, ils font leur chemin, en fait, par rapport à mm. ça. Ouais, ouais, Et carrément. c'est ça qui est beau. C'est ça qui Ouais, est beau. carrément. Ouais, carrément. Et puis, ça rejoint aussi souvent, possiblement, en fait, des motifs d'incarnation, Mhm. une sorte de coopération entre les âmes, hein. Mhm. Nous, on a eu des consciences fétales qui nous ont dit avoir choisi leurs parents avant même que leurs parents soient nés, que c'était un rendez-vous prévu de très longue date. Et pour certains, il y avait aussi ce qui était annoncé, c'était des motifs d'incarnation. Alors ça pouvait être soit personnel, non, c'est pas soi, parce que souvent il y avait plusieurs interreliés, mais il y avait des indications personnelles d'évolution, euh, d'être parti trop tôt la fois d'avant, de vouloir Mhm. continuer ça, ou alors de chercher pour soi-même la douceur d'être aimé en disant que la fois d'avant ils n'avaient pas été choisis, que ça avait été une vie difficile, et puis que là ils cherchaient juste de la douceur et puis de la paix quelque part, ou des fois c'était pour des énergies
qui pouvaient être retrouvés dans cette famille-là, c'est-à-dire on a eu le courage, ou des passions communes comme la musique. Parfois c'était plus grand, c'était planétaire, c'était relier les mondes entre eux parce que je ferais ça, je relierais différents mondes où j'apporterai de la douceur sur cette planète. Et, et ça me semble interrelié avec des fois, enfin ce que je veux transmettre par là, c'est que c'est pas grave d'être anxieuse durant la grossesse et puis se dire ah bah alors le bébé le sent, mince et tout ça. C'est complètement égal parce que je ressens que tout ça est juste parfait en fait. Ce bébé-là vient pour ça, vient pour contribuer à dépasser quelque chose au niveau de la relation intrafamiliale, au niveau de ce qu'ils peuvent s'amener entre eux, je dirais, les parents, les enfants, la fratrie. Et l'objectif, c'est pas pour les femmes enceintes de se culpabiliser, de se dire je dois être dans une bulle de lumière, d'amour tout le temps, je dois pas bouger. À méditer. Surtout pas, parce qu'ils viennent pour expérimenter des choses et puis tout ça fait partie de la vie en fait. Hein. Exactement. Et de l'expérience qui vient teinter, en fait. Et ça, en tant que tel, c'est jamais négatif puisque c'est jamais qu'une expérience. C'est comme nous, si on vit une expérience de vie très difficile, bon, sur Mm. le moment même, on peut se dire, waouh, c'est difficile. Mais généralement, si on prend un peu de recul de manière consciente, on peut voir, waouh, mais qu'est-ce que ça a ouvert, en fait. Et, Mm. et c'est pareil pour les bébés, pour les enfants. Moi, je suis par exemple née par césarienne. Donc, tu vois, je fais pas le métier que je fais par hasard, tu vois. Ouais, Et par césarienne, j'ai pas eu de contact pendant 24 heures de vie. ouais, ouais, Tiens donc, c'est quand même drôle parce que je regarde un peu ce que je suis en train de faire comme boulot, quoi, tu vois. ouais, ouais, Et, ouais. et c'est vraiment ça, c'est de voir que chaque histoire, quelle qu'elle soit, en fait, euh, Mm. est un point de vie, une Mm. conscience qui s'incarne Oui, et va déployer quelque chose avec ses couleurs propres dans la famille dans laquelle elle arrive. oui, Ça, c'est c'est vrai. magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Et je peux rebondir sur ma propre histoire pour faire résonance aussi à la tienne parce que moi je suis, enfin j'ai eu une gestation que je souhaite à aucun un bébé. Dans le sens où ma mère ne voulait pas de cette grossesse. C'était pas un déni, elle était au courant, mais elle était toute jeune, elle était mineure, et puis elle avait quitté déjà le papa, c'était déjà terminé cette relation, et elle l'a dit à personne. Mon existence a été connue de ses parents, donc mes grands-parents, le jour de ma naissance. Mais c'est pas ça qu'elle avait prévu. Hein. Elle avait prévu tout un autre plan beaucoup moins sympathique pour moi. Mais bon, les choses se sont déroulées comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai donc vécu une gestation où j'étais attendue de personne. C'est très spécial que personne se réjouisse. On se réjouit quand il y a une grossesse qui est annoncée. C'est ah chouette, les grands-parents sont déjà là, les parents normalement se réjouissent. Donc il y a une sorte de joie intérieure qui est communiquée à cet enfant de ah on est content que tu viennes. Moi je n'ai pas eu ça du tout. Je n'ai eu de réjouissance de personne et en plus de ça je dirais que j'avais des pensées plutôt mortifères quelque part de la personne qui m'hébergeait. Et pendant de nombreuses années, j'ai cru que c'était une erreur de casting, que j'avais pas pu choisir cette maman-là, cette histoire-là. J'ai eu beaucoup de souffrance quand même dans mon enfance en lien avec ça. Et je comprenais rien à cette vie, d'où la recherche de sens, de ci, de ça, qui a fait que depuis tout le temps, j'ai cherché du sens à l'existence en me questionnant sur le sens de l'existence. Et c'est pour ça que je suis rentrée à l'école de sage-femme à 18 ans sans y avoir pensé du tout avant. C'était pas un projet, ça s'est imposé vraiment 2 mois avant la rentrée, quoi, en fait. Et je comprenais rien. Et puis j'étais horrifiée quand j'ai vu un premier accouchement en me disant qu'est-ce que je fais là, je pourrais jamais faire ce métier. Et avec le recul, parce que c'est souvent avec le recul, je vois la perfection des choses. Il fallait que j'arrive de cette façon-là. J'avais la mère parfaite pour ça. Je l'adore hein, maintenant. Hein. Nos débuts de relation ont été très compliqués, mais maintenant j'ai une très bonne relation avec ma mère. Et il a fallu, tout était parfait en fait pour m'amener à ce métier de sage-femme et puis à ce métier de chercheuse et puis à faire cette recherche et puis écrire ce livre et puis maintenant pouvoir parler de tout ça, ça ne serait pas arrivé sans ce parcours de vie.
Alors, je sais que ça peut être difficile à entendre. L'hypothèse, qui reste une hypothèse, moi je parle de 11 situations et puis de mon expérience personnelle, mais pour les personnes qui ont vécu des enfances, on parle beaucoup en ce moment des abus sexuels, l'inceste, les choses comme ça, c'est très très douloureux et ça peut être très compliqué d'entendre une hypothèse qu'on aurait choisi ça. Donc je veux rester très prudente par rapport à l'interprétation qui peut être faite. Oui, et ça ne veut pas dire qu'on va nier les blessures, en fait, que ça peut amener au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau du psychisme, et qu'il est important de prendre soin de ça, en fait. Ça Oui, nous... oui, oui. Enfin, je veux Ah dire que, et oui. toi et moi, il me semble, on peut témoigner qu'il y a quand même tout un cheminement. Oui, il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Il y a 10 ans, j'en parlais pas comme ça, les amis. Moi non plus. Moi non plus. Les choses se révèlent, se Ouais, déploient progressivement et c'est bien comme ça. ouais, ouais. Super, merci. Vraiment, merci. Et ah oui, je voulais te demander, enfin, je ne sais pas s'il y a encore une pépite que tu veux partager là. Qu'est-ce que je Non. pourrais encore te dire comme pépite? Si, quand même, euh, parce qu'il y a un biais, il y a un biais fondamental pour les résultats de cette recherche. Mhm. C'est que je ne prouve pas que tout ce qui a été amené par ces consciences fétales vienne assurément, de façon contrôlée et assertive, de ces consciences en processus d'incarnation. Parce que tout simplement, on peut pas prouver quelque chose comme ça. Alors, les médiums ne rencontraient jamais les parents, mais, et puis je sais que ce sont des super chouettes personnes, et puis qui ont joué le jeu, l'expérience à fond, je n'en ai aucun doute. Mais peut-être que parfois, malgré eux, ils ont pu capter ces informations dans la sphère, soit la noosphère, les annales akashiques, il y a plein de noms pour ça, où tout est là, toutes les informations sont là et que peut-être on peut aller chercher toutes les informations dans cet endroit-là, indépendamment des consciences fétales qui se seraient exprimées elles-mêmes. Ça aurait aussi pu être pris dans mon esprit à moi, dans l'esprit des parents qui connaissaient certaines choses. Ça reste, c'est vrai, c'est une incertitude. Mais on a eu dans le sens pépite, des éléments qui nous ont été donnés, qui n'étaient connus de personne. Alors, en tous les cas, ils n'étaient pas dans mon esprit de chercheuse et dans la conscience des parents. Je te donne un exemple. Je crois que c'est Barnabé, petit test numéro 11, qui nous avait dit qu'il arriverait, pas cette année, mais au début de l'année d'après. Et puis ça, les parents, bon, moi j'ai rien dit par rapport à ça, j'avais eu cette information-là, mais les parents, en parlant de l'accouchement à venir, étaient sûrs que ce bébé naîtrait en décembre pour plusieurs raisons en lien avec leur histoire obstétricale. Et puis, ben non, il est effectivement né quelques jours après la naissance. Ah Il y en oui. a un aussi qui nous a dit qu'il aurait une naissance spéciale. Je ne savais pas ce qu'on pouvait imaginer comme spécial, mais ce bébé-là est né avec coiffé, c'est-à-dire encore avec la poche des os intacte. Il est né dans l'eau, coiffé. Ça, c'est rare, hein. C'est un cas sur des milliers, en fait, hein, de situations qui arrivent comme ça. Et ça, personne ne pouvait le savoir. Il Ouais. y a aussi une conscience fétale, ça, bon, plusieurs me viennent comme ça du coup maintenant, qui nous a dit qu'elle arriverait avec une marque sur le corps pour se souvenir. Bon, pour se souvenir, je sais, ça, j'ai pas la réponse, mais la marque sur le corps, bien sûr que j'ai rien dit à cette maman. C'était la seule fois qu'on avait une indication sur le corps physique de cet enfant à venir. C'était troublant, puis source d'inquiétude, donc j'allais évidemment pas en parler en me disant rien en fait. Je me suis rien dit, sauf que je devais pas en parler aux parents. C'était juste un gatekeeper comme ça. Et j'y pensais plus. Et quand j'ai eu la maman en visio après l'accouchement, pour qu'elle me raconte l'accouchement, elle avait son petit bébé dans les bras, donc j'étais rassurée de ça. Mais à la première question, comment vas-tu, elle se met à pleurer. Puis moi, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai banalisé tout de suite, avant de l'écouter, je lui ai dit que c'était OK, que c'était sans doute le baby blues, que peut-être on pourrait se rappeler plus tard, tout ça. Puis elle m'a dit non, 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 c'est pas ça. Enfin oui, si, un peu, mais pas que. Et elle me dit quand bébé est né, on a découvert une malformation qui n'avait pas été vue à l'échographie. Ah bon, waouh. Et là, j'ai reconnecté avec ce message, quoi. Et ça, personne ne pouvait le savoir. Enfin, personne ne l'avait vu et l'imaginait, bien sûr.
Et une dernière chose encore, on a une conscience fétale qui nous a dit quelque chose de très énigmatique. C'est rigolo, enfin c'est peut-être pas le mot rigolo qu'elle a dit, mais c'est amusant. Il y avait quelque chose quand même de l'ordre de la joie, parce qu'actuellement, deux créatures communiquent avec moi en même temps. Alors, créature, c'est un mot un peu spécial. Pourquoi il a dit créature, je ne sais pas. Mais quand on était à trois pour l'analyse, on s'est dit, c'est quand même bizarre, pourquoi il a dit que deux créatures communiquent avec lui en même temps. Puis on a eu l'idée de regarder les dates des rapports des médiums, parce qu'ils étaient libres de faire leur tentative de communication chez eux ou ailleurs, enfin là où ils voulaient, et puis dans le timing qu'ils voulaient, pourvu que ce soit dans les 30 jours où je leur avais demandé de le faire. Donc sur 30 jours, il y avait quand même peu de probabilité que deux médiums fassent leur tentative de communication en même temps. Eh ben, on a trouvé que si. Pour celui-là, si. Donc en fait, il parlait des médiums, ce qu'il appelait créatures, qui tentaient de communiquer avec lui en même temps. Et ça l'amusait apparemment. Génial. Donc ces éléments-là, ils nous donnent du courage, de la joie de se dire quand même, quoi. Ça Ouais. semblait venir de ces âmes fétales. Puis on a aussi ressenti ça par rapport au fait que les choses se répétaient pas, c'est-à-dire que quand ça nous parlait de jumeaux perdus, ça concordait avec l'histoire. Enfin, il y avait comme des personnalités vraiment propres à chaque être en devenir qui concordent avec ce qu'on est après dans nos vies, quoi. Et là où je trouve ça très, très beau, vraiment, merci pour ça, c'est que euh, certaines informations n'ont pas été communiquées. Et moi, dans mon travail, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que je reçois en fait des fois des parents qui ont été voir quelqu'un, qui ont reçu des informations de chaman, d'un guide spirituel, de je ne sais pas trop quoi, peu importe, mais juste des informations qu'ils ne peuvent pas accueillir en tant qu'humains. Ouais, Et ça, vraiment, en tant que transmetteur de oui, messages, pour moi, oui, on a quelque chose à faire attention. Jamais je ne donne une date de naissance. Généralement, je les ai, mais je ne les donne pas. Souvent, oui, il arrive en tous les cas que des bébés me parlent du moment de la naissance. Jamais je vais en parler aux parents. Par contre, il est possible que dans la manière de les accompagner, bah, je vais peut-être un peu plus insister sur tel point ou ce genre de choses. Mais en fait, pour le psychisme de la femme enceinte et puis du couple, en fait, le psychisme familial, si on leur annonce des choses, pour la plupart du temps, c'est pas aidant du tout, en fait. complètement. Et je te remercie de m'ouvrir la voie là-dessus, parce que c'est un point très important qui est à la fin du livre. C'est un positionnement fort des chercheurs. Alors, en disant ça, probablement que je vais nous mettre plusieurs médiums ou thérapeutes à dos, mais c'est mon éthique de sage-femme et mon sens de la responsabilité par rapport à l'enfant qui arrive et la famille qui se crée, de le dire comme ça. Cette recherche, pour nous, elle n'a vraiment pas été une proposition d'un nouvel accompagnement de grossesse où on encouragerait les futurs parents à tous aller consulter quelqu'un pour avoir des messages venus de leur fœtus. Au contraire, le message, la question, j'ai marqué comme ça, faut-il consulter une médium durant la grossesse? Non. Alors, c'est vrai que j'ai été très tranchée. Je m'excuse, je sais que des personnes comme toi font des consultations, mais j'ai confiance que tu as une conscience et une éthique, comme tu l'as expliqué, qui fait que tu vas faire prendre soin de ce que tu dis. Mais ça peut ne pas être le cas, et d'ailleurs tu viens de l'expliquer avec des personnes que tu reçois qui sont troublées, dérangées par des choses qu'ils ne pouvaient pas accueillir. Et c'est pour ça que nous, on s'est positionné sur le non, parce que déjà, pour plusieurs choses, dans ce qu'on a pu vérifier, on a eu 69% d'éléments justes. Alors c'est super, hein, c'est au-delà du hasard statistique quand même, 69%. Mais il ne faut pas oublier de regarder le verre aussi un tiers vide. Oui, c'est Un ça, tiers vide. tout à fait. Ça veut quand même dire qu'il y a 31% qu'on a pu vérifier que c'était faux, complètement à côté de la plaque. Ouais.
Et ça, il faut le garder en tête. Et pourtant, Ouais, nous, on avait plusieurs médiums. Et donc, quand on va en voir un seul, on lui donne beaucoup de pouvoir. ouais, Nous, on a remarqué que pour certaines situations, certains médiums semblaient particulièrement bien connectés avec tel bébé, et puis pas du tout avec un autre. Il y avait ouais, beaucoup de choses ouais. juste là, et puis complètement à côté pour un autre. Mm. Et ça changeait sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre eux, en fait, d'une façon générale. Mais par test, oui. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Le message que nous donnons, ce que j'appuie très fort, c'est d'encourager les parents à faire leur propre expérience, d'apprendre eux Oui, à se libérer des croyances limitantes qu'on a, qu'on ne peut pas rentrer, nous, en communication intime avec son enfant, qu'il faut forcément un intermédiaire. Tu sais, ça me rappelle une époque qui est encore très proche de nous, de l'impact des religions, où pour avoir accès au divin, il fallait passer par le prêtre ou exactement, ouais. il fallait des intermédiaires. Il n'était pas question d'être autonome sur cette histoire-là. Pour qui te prends-tu? Il faut être un initié pour faire ça. Et là, maintenant, on a un petit peu ça encore avec parfois les thérapeutes ou les médiums qui se disent des intermédiaires privilégiés. Alors, certainement qu'ils le sont, tout comme les prêtres, pour ceux qui étaient dans du joli, hein, parce qu'on a aussi découvert des choses moins jolies depuis ces dernières années, mais étaient certainement en contact privilégié avec le divin. Mais de là à faire croire aux autres humains qu'on ne peut pas faire sans eux, c'est pas juste et c'est Non, pas c'est la pas juste. vérité. Donc, Et ça amène vraiment la notion du discernement. Et oui, à partir du moment où on arrive dans cette dimension subtile, mm, c'est hyper important d'être quelque part soi-même mm, suffisamment clair, en fait. oui, oui, Moi, ça m'est même déjà arrivé il y a plusieurs années, tu vois, d'avoir des parents tellement en difficulté que de leur dire, mais moi, je ne vais pas communiquer avec votre bébé, en fait. On va d'abord voir ensemble là ce qui se passe entre vous, mm, parce que ça peut être complètement à côté, en fait, donner la oui, parole à cette conscience fœtale qui oui, arrive, oui, alors qu'en fait, dans la matière, là, il y a quelque chose qui ne se retrouve pas dans l'esprit de la famille. Et oui, moi, je veux, en tous les cas, dans le positionnement qui est le mien, je ne veux pas participer à ça. mm, Et comme tu le dis, mm, c'est tellement plus beau que les mm, parents eux-mêmes se mettent à ouvrir ce champ. Et parfois, certains, avoir une consultation avec quelqu'un comme moi, mm, eh ben, ça ouvre ce champ-là et ça dit, mais c'est mm. possible. Ça leur donne confiance. Ça leur donne confiance et du Mm, coup, c'est porteur pour que eux puissent recevoir ces messages oui. à leur mesure et les messages qu'ils doivent recevoir. Je peux dire que les messages que je recevais quand j'étais enceinte de mes propres enfants, Mhm. c'est très différent des messages que je peux recevoir aujourd'hui pour des enfants qui ne sont pas les miens, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Effectivement, on est pris et donc on, Mhm. on peut aller plus dans l'émotionnel avec nos enfants, c'est clair. Oui, mais ça, c'est vraiment essentiel. Et à la fin de mon livre, ça s'est imposé, hein. C'était quand j'étais dans l'écriture, comme je terminais en écrivant ce positionnement, non, on n'allait pas consulter des médiums durant la grossesse pour laisser la place au vrai qui va se vivre jour après jour dans la découverte sans avoir des idées préconçues sur comment va être votre enfant, et son évolution. Des fois, même les gens ont un futur métier de leurs enfants, c'est terrible, quoi. Ce que ça peut créer comme un Ouais. conditionnement. Et j'ai été inspirée de leur proposer, parce que je me suis dit, je ne peux pas donner envie avec ce livre où on voit tout ce qui peut être amené en message, et puis après leur dire, bah oui, mais pas pour vous, hein, surtout. Donc, j'ai été inspirée de proposer à la fin un cours, c'est une sorte de méditation, en tous les cas, une guidance pour se mettre à l'écoute de leur bébé tout seul. Alors, j'ai pas travaillé ça, hein, puis je l'ai fait, j'ai aussi sur mon site, on peut l'avoir en audio gratuite, hein. C'est pas l'objectif pour moi était vraiment de proposer quelque chose qui soit le début de faire l'expérience, de se donner confiance et de garder sa souveraineté par rapport à ça, tout en expliquant qu'il ne faut pas avoir des attentes. Euh, les parents vont rarement entendre des phrases dans leur oreille comme si le bébé leur chuchotait des choses comme ça. Ça Ça peut dépend, hein. arriver, Ça arrive, ouais, ouais. mais c'est quand même pas la majorité. Et puis Mais les tu médiums sais, ont expliqué ça aussi. La plupart du temps, c'est très subtil. C'est des nouvelles idées qui arrivent dans l'esprit qui n'étaient pas là avant. C'est une musique qui va répondre
un doute sur un prénom, puis hop, on met la musique, et puis c'est une chanson qui parle de ce prénom, qui confirme que c'est le bon prénom. Enfin, c'est des petites choses comme ça qu'il faut jouer, en fait, à observer. Oui, et à ouvrir, en fait, c'est vraiment ça. C'est juste Mm. un chemin d'ouverture. euh, Peu importe de quelle manière que ce soit, et chacun va avoir des canaux différents aussi, plus ou moins affûtés. Mais c'est cette page blanche dans les formations qu'on peut donner, c'est vraiment ça, c'est OK, tu as une page blanche, et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tu vérifies et tu vois en fait s'il y a Mm. résonance ou pas. Et Oui, toujours cette notion que ce soit au service. voilà. Et ça, c'est vraiment le positionnement Mm. clair ici de est-ce que c'est au Mm. service, quoi. Et comment Et je puis, peux amener pour que ce soit au service. et s'il ne se passe rien, et s'il n'y a rien qui est perçu, qui est entendu, c'est pas grave, parce que de l'autre côté, lui ou elle, enfin, cette âme, en tous les cas, voit, entend tout. Mhm. Et, et c'est pas grave si de l'autre côté, pour l'instant, on n'entend rien, on comprend rien. Déjà, la Peu démarche importe qu'il y a de l'ouverture. l'intention, Oui, c'est il y a eu ça. l'intention de, il y a le questionnement, il y a la curiosité, c'est déjà énorme. Et il y a l'amour surtout, parce que c'est Ah ça, oui, en fait. ouais. Tous ces enfants, euh, je veux dire, on n'a pas besoin d'entendre les messages de son enfant. Je veux dire, si tu te poses Hum, juste dans l'amour, je veux dire, hum, qu'est-ce que tu envoies? Je veux dire, après que tu aies des infos, ça peut être super, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est hum, justement cet amour et hum, cette reliance qui oui, s'installe et oui, qui fait que dans le postpartum et puis avec ton bébé, ben, oui, c'est facile parce que cette reliance, elle est là. C'est la oui, reliance à la vie, en fait. oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je suis d'accord avec tout ça. Hum. Ouais, super. Alors, j'avais quand même une petite question autour de ce terme de médium. Pourquoi tu dis médium? Ah. Alors, beaucoup de médiums ne se reconnaissent pas dans ce terme et auraient voulu être appelés autrement. Mhm. Certains m'ont dit qu'ils préféraient qu'on dise qu'ils étaient des personnes hypersensibles ou douées d'un sixième sens. Euh, c'est vrai. Alors, pourquoi moi je les ai appelés médiums? C'est par confort, pour donner un mot qui est reconnu par tout le monde. Et puis au niveau pragmatique, quand il faut écrire X fois personne douée d'un sixième sens ou personne hypersensible, ça surcharge les textes et le mot médium est plus petit. Et je ne le trouve pas complètement à côté, dans le sens où médium, c'est quand même milieu, c'est entre deux. Et c'est quand même, les personnes qui jouent cette fonction se mettent dans une posture de réceptivité entre deux. Ils ne sont pas complètement eux dans leur petit moi, leur personnalité. Ils ne sont pas non plus complètement sortis de leur corps et dans une autre dimension. Ils sont dans un entre-deux. Donc le mot médium, hein, il reflète quand même ça. Mais je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Comment tu voudrais, comment tu te fais appeler, toi? Ah ben, je me fais pas appeler. Alors, honnêtement, c'est quelque chose, je me retrouve dans aucun terme, honnêtement. Mm. Et ce terme médium, il est arrivé, c'est mon compagnon qui m'en a parlé il y a un an ou deux, en fait, et qui m'a dit, mais Céline, c'est de la médiumnité, c'est rien d'autre. Mm. Et en fait, ça a été très heurtant pour moi parce que je connaissais pas ce terme médium. J'ai Mm. commencé à l'investiguer et puis à me reconnaître là-dedans. Mm. Mais à la fois, c'est tellement galvaudé, on met tellement de choses derrière Voilà, c'est le ça. terme de médium, Ouais. c'est pas évident. Et à nouveau, chacun va le faire avec sa vibration propre. Et Mm. puis, on peut voir aussi tous les types de médiumnité qui sont très différents. Euh, Ouais, bien sûr. Bien où sûr. on a certains des facilités pour aller regarder ce qui s'en vient, ce qui a été, ce Mm. qui est, communiquer avec différents types d'âmes. Moi, je sais que c'est vraiment plus le début et la fin de vie qui sont mes domaines de prédilection. Euh, Ouais. et, D'autres, c'est avec les animaux, d'autres, c'est avec les voilà, plantes, la c'est ça. nature. Bien sûr, il y a une forme infinie de capacités médiumniques, si on veut les appeler comme ça, mais ça reste des mots et je crois qu'il ne faut pas trop s'attacher à la forme. Ça reste qu'une forme. Il n'y a pas une forme qui puisse faire l'unanimité. Voilà. Mais on comprend l'idée derrière. Il faut bien utiliser un mot pour traduire les choses. C'est la difficulté
les médiums, je les appelais comme ça, qui racontaient pour cette recherche leur difficulté des fois à traduire ce qui leur arrive, qui est en images, en sensations, en odeurs, en kinesthésie, et puis qui tout à coup doivent écrire, parce que moi j'attendais des rapports écrits ou audio, des mots. Et là, on arrive dans la limite, les limitations de notre incarnation. Il faut trouver des mots pour décrire ça. Donc, pour moi, ce débat sur le mot médium, pas médium, fait partie de tout ça. On a eu ce même questionnement pour choisir d'appeler conscience ou âme fétale. Hein, conscience fétale ou âme fétale. Dans l'article scientifique, on les a appelés conscience, uniquement conscience, parce que le mot âme est lui aussi galvaudé. Hein. Pourtant, c'est un mot magnifique, mais il est quand même aussi galvaudé, le mot âme. Puis il fait peur aux personnes qui sont fermées, qui sont traumatisées probablement de plein de choses et qui ne veulent plus rien avoir à faire avec les religions. Et donc ce mot âme, il est souvent associé à la religion, qu'on le veuille ou pas. Conscience, les moins, mais il est moins connu aussi. Donc, pour l'article scientifique, on avait fait le choix d'utiliser le mot conscience parce que ce sont les mots-clés qu'on peut retrouver dans les articles scientifiques, alors que le mot âme, dans les articles scientifiques, il n'y en a pas. Par contre, quand il a fallu écrire le livre, là, j'ai fait le choix de changer et de les appeler les âmes fétales. Je parle d'âme tout le temps. Et aussi parce que c'est une petite âme qui a écrit ça dans les recommandations, parce que dans ce qui a été donné, il y a aussi eu des choses pour moi. Hein. J'ai eu des messages personnels, à la fois pour la recherche en général, à la fois pour moi personnellement. Et une comme ça, sans l'avoir complètement de tête, mais avait écrit tu parles de conscience, mais en fait, nous sommes, moi je te dis que nous sommes des âmes. Et ça m'avait frappé, ça. Et puis j'ai remarqué que dans les rapports des médiums, la plupart écrivaient spontanément l'âme m'a dit que. Donc pour le livre, je parle d'âme. Mais là aussi, on peut avoir des débats intellectuels qui ne peuvent remonter qu'à un niveau intellectuel, puis on perd l'essence, parce que ce soit la conscience, que ce soit l'âme, on sent bien qu'on parle de quelque chose qui est non physique. Une dimension subtile en tous les cas, oui, c'est ça. Mais qui est déjà individualisée, puisque elle est celle oui, elle est une individualisée. personne, une âme, donc Oui, elle est déjà individualisée. Hein, oui, puisque oui. c'est la différence que tu faisais entre la conscience pure, illimitée, où Oui, on a accès à tout, et le oui, fait d'être en contact avec une âme spécifique, donc un oui, oui, message spécifique. oui, exactement. Mm. C'est ça. La différence avec l'âme une et puis l'âme différenciée ou la grande conscience humaine, Oui, planétaire. parce qu'au niveau, Des moi j'aime petites toujours bien de le consciences. rappeler, au niveau de la grande conscience, on s'en fout de tout ça. Hein. Tout est parfait, tu nais comme tu veux, il se passe tout ça, c'est parfait, 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 parfait. C'est Mais vrai. que dans la partie déjà plus individuée, en fait, bah, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins faciles dans l'incarnation. Donc, Ouais. c'est la différence. Hein. Pour ces différences, si on veut rentrer dans des nuances, j'ai un cadre de référence qui m'avait assez parlé, issu des théosophes, en fait, hein, du début du siècle, qui ont écrit beaucoup de livres en canalisation et qui expliquaient que pour eux, la conscience, en fait, c'est l'interaction, si on fait une 8 là, entre l'esprit avec un grand E et puis la matière en bas. Et puis qu'il y a une interaction entre cet esprit-matière qui crée la conscience entre les deux, l'intersection du 8. Et que à partir de ce point conscience, il y a une interaction avec les formes, qui est aussi un 8. Et puis là, c'est dans cette interaction entre la conscience et les formes qu'il y a l'âme. Mm. Alors, on peut rentrer dans des choses fines comme ça, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de discernement. À quel niveau on se place, c'est très pointu, ça demande beaucoup de travail. Bon, moi, j'y travaille encore personnellement. Des fois, j'ai l'impression de sentir euh, les différences vibratoires entre âme et conscience, et puis des fois pas. Et là, j'ai pas envie de rentrer dans. J'ai pas de réponse qui serait des vérités Mais il à n'y en a pas proposer. en fait. Il y en a pas. Hein, il faut faire son expérience et Ouais.
Et puis, pas tomber trop vite dans la tentation, c'est bizarre, c'est une chercheuse qui dit ça, mais de s'accrocher aux mots et au débat intellectuel là-dessus, parce que bon, si on est dans le débat intellectuel, on se déconnecte en fait de l'essence de quoi on parle. Oui, et moi je pense que c'est pour ça que je n'ai pas partagé pendant des années, hein, honnêtement. Je pense que ce qui se vivait là, dans cette reconnaissance et ces révélations avec l'arrivée de mes bébés, j'ai vraiment pris le temps de le vivre là et de comprendre, d'affiner et puis de voir encore là où j'ai encore des zones d'ombre. Oui, Parce que, on en en a fait, tous, bien sûr. ces zones d'ombre, elles seront toujours là. Et puis, et ça s'affine. Et c'est pas parce qu'on discute avec l'âme d'un bébé durant la grossesse que son existence va d'office être plus facile ou plus douce. Ah Et non, c'est non, ça n'a aussi rien à voir. important de se retirer ça. Ça n'a rien à voir. Ah, ce serait bien si on pouvait s'acheter des vies tranquilles en se disant qu'on travaille sur la conscience, hein. On a tous remarqué, tous les chercheurs de vérité que nous sommes, que nous ne sommes pas épargnés des épreuves. Ça, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment Ça nous ça. permet juste de leur donner peut-être plus vite un sens et d'avancer euh, par-dessus. Oui, et moi j'aime toujours de rappeler qu'on est dans ce grand mystère à l'œuvre, où on se découvre les uns les autres au fur et à mesure, et l'espace de la famille pour ça, eh bien, il est magnifique et il est juste exceptionnel en fait. Oui, oui, comme De- peut-être. cette révélation Oui, ensemble oui, de ce que nous sommes. oui, Et moi c'est ça qui me branche dans la vie, tu vois, c'est ce que j'ai envie de partager parce que oui. c'est tellement nourrissant, c'est tellement palpitant et renouvelé à chaque instant. Oui. Oui, nous sommes des êtres d'interaction. Des expériences sordides ont été faites de couper des enfants de toute interaction affective et c'est juste dramatique. Les êtres humains perdent leur humanité, tombent dans la folie quand il n'y a pas ces interactions humaines. Donc, faciles, difficiles, elles sont nécessaires pour notre survie. Super, 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 bah, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là comme mot de la fin par rapport à ton livre? Qu'est-ce que tu aurais envie, ou ton cœur qui voudrait parler, je ne sais pas. Le mot de la fin, le mot de la fin, ce serait de rester le cœur ouvert Hmm, le plus possible pour s'autoriser la surprise, hmm, la curiosité et la surprise qui n'arrivent que dans ces espaces-là, en fait. Et puis, n'oubliez pas que ces petits êtres qui arrivent ont besoin d'une infinie douceur, d'un amour inconditionnel, beaucoup de protection, et qui sont peut-être détenteurs de beaucoup plus de savoir, de choses, d'expériences qu'on l'imagine. hmm. Ouais, faites confiance à leur sagesse qui rappelle la vôtre. Merci, merci beaucoup. Merci Céline, merci beaucoup. Et ben, je vais mettre un lien vers ton site et vers ton livre dans les commentaires ci-dessous, comme ça les gens pourront te contacter s'ils le Je souhaitent. te remercie. Mm. J'invite dans mon livre les gens à témoigner, à m'envoyer leur ressenti, leurs témoignages. J'aime bien quand c'est vivant comme ça. Mm. Donc ne vous privez pas d'interagir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt Céline, au revoir. Au revoir.